Football Magazine. Du foot, plein les oreilles. – 11h04 sur Alger 3, Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce Football Magazine, Alger a vu la création de la Fédération Arabe Sahraoui de Football. Aujourd'hui, un match entre l'équipe de la République Arabe Sahraoui de Football et une sélection de joueurs algériens. Quel stade qui porte un nom qui a porté le combat du continent au Nelson Mandela. Quelle symbolique! On reviendra sur la visite de la délégation de la FIFA avec le trophée de la Coupe du Monde. Ils ont été reçus par le président de la République. En interclub, on attend dernière journée des compétitions africaines. Le Mouloudia d'Alger à un point de la qualification. Il faudra aller la chercher en terre sud-africaine face à Mamelodi Sundowns. Et puis à Alger, ça sera l'USMA et le CRB déjà qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF qui voudront terminer à la première place. Réunion de l'exécutif de la CAF, une réunion qui s'annonce électrique au lendemain d'une Coupe d'Afrique des Nations où l'image de l'Afrique a été écornée. Les attaquants, il y a une pénurie d'attaquants alors que quand on regarde les jeunes, ça joue au football, tout le monde veut jouer en attaque. Alors qu'est-ce qu'il manque pour avoir justement ces fameux attaquants, ces buteurs, ces attaquants qui font la différence? Rappelez-vous, l'histoire du football algérien a été marquée par des attaquants avec des noms des joueurs de légende. Aujourd'hui, eh bien, on est en grosse difficulté sur ce compartiment de jeu. Et on parlera également des gardiens de but. Où sont les Drid, Abrouk et j'en passe, Serbah, Allah yarhamou également, sans oublier les tout derniers, Raïs Mboulhi qui a été formé à l'étranger. Je parle de la formation locale, bien évidemment, parce que c'est vrai, Mboulhi fait partie des gardiens de légende, mais je parle de la formation locale. Il y a également un manque en matière de gardien de but. Voilà, vous savez, le décor de l'émission est planté. On est ensemble jusqu'à midi à la réalisation Fouad Hamadi. Comme annoncé donc, mercredi a été créée la Fédération Sahraoui de football. Une première. Et puis dans le même temps, aujourd'hui, il y aura un match qui opposera la République arabe sahraoui face à une sélection d'anciennes gloires. Avant de retrouver Saïd Ayashi qui est avec nous en direct, eh bien, on va revenir sur la création de la Fédération Arabe Sahraoui de football. Après avoir affronté en 2023 le Mouloudia d'Alger, la sélection de la République arabe sahraoui affrontera cette fois-ci l'équipe algérienne composée des anciens internationaux, un match de fraternité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la création de la Fédération sahraoui de football mercredi dernier à Alger, un moment historique pour l'avenir du football sahraoui. Le tout premier président de la Fédération sahraoui de football, Yahya Ahmed Baba Boulbeini, parle des objectifs de la nouvelle instance fédérale. Dès les constructions, déjà, après la deuxième étape, la création des championnats, tout ça. Après la troisième étape, c'est ça, très important, c'est le développement sportif. Là, oui, on a besoin de tout le monde aussi, plus qu'avant. Ça veut dire qu'on a besoin que toutes les fédérations de football des pays amis reconnaissance de la Fédération sahraoui de football comme un organisme officiel. Et à partir de là aussi, on demande pourquoi pas la participation de l'État sahraoui dans la compétition de la CAF ou de l'Échan ou d'autres compétitions internationales. Sur la sortie de ce vendredi, le coach Younes Iftisen, qui dirigera la sélection algérienne composée des anciens internationaux, était présent hier à la conférence de presse aux côtés du capitaine Jamal Belamri ainsi que le sélectionneur de la République arabe sahraoui
Tawi Mohamed Sellam et le capitaine Mouloud Saïd Cheikh. Les principaux acteurs ont souligné la portée hautement symbolique de cet événement organisé par le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Ils ont rappelé que le football constitue un puissant vecteur humanitaire. Younes Iftissan a fait savoir qu'à travers le football, on peut transmettre les valeurs de solidarité, de fraternité et de soutien aux causes justes. Il a aussi rappelé que la création de la Fédération sahraoui de football est un tournant important pour le développement du football dans la région, car il est inadmissible de priver toute une jeune génération de pratiquer le football. C'est un match de gala. On va lancer l'image au monde entier que cette équipe nationale a le droit de pratiquer le football comme tout le monde dans le monde entier. On a assisté à la création de cette fédération. J'espère que cette fédération lancera la construction des clubs. Chab Sahraoui mérite mieux. C'est inadmissible de voir combien de jeunes, combien de générations sont passées à côté. Et pourquoi pas demain ou après-demain, on va voir des joueurs de ce pays jouant dans des grands clubs européens. De son côté, le capitaine de la sélection sahraoui, Mouloud Saïd Cheikh, a exprimé quant à lui sa gratitude envers l'Algérie pour son accueil et son soutien constant à la cause sahraoui. Notre objectif après la création de notre fédération de football est de participer aux compétitions internationales, la Coupe d'Afrique ou pourquoi pas le mondial comme tout le monde. Et je tiens à remercier l'Algérie pour son soutien. Et c'est un honneur pour nous d'avoir créé la Fédération sahraoui de football en Algérie, la terre des révolutionnaires. Je rappelle également que la sélection algérienne sera composée des anciens internationaux qui ont marqué le football national à l'image de Jamel Ben Amri, Abdelmoumen Djabou, Lezhar Hadj Issa, Mohamed Lamine Zemamouche, Hamid Bergiga, Abdelraouf Natesh, Rida Babouche, Rabi Mftah ou encore Mohamed Amroun, l'ex-attaquant du Mouloudia d'Alger et de la sélection militaire. Algérie, République arabe sahraoui, ce sera ce vendredi à 16h30 au stade Nelson Mandela de Berraqi, un match de solidarité au peuple sahraoui, un match pour l'histoire. C'est un sujet signé Lutfi Benidjelil avec nous en direct. Saïd Ayachi, bonjour. Bonjour Mohamed. Je rappelle que vous êtes le président du comité algérien de soutien au peuple sahraoui. Aujourd'hui, on passe à une autre étape, monsieur Saïd Ayachi, actionner la diplomatie sportive. Tout à fait Mohamed, tout à fait, bien sûr, d'autant plus que cette même diplomatie sportive maintenant s'impose avec force dans les arènes sportives internationales. Et bien entendu, le peuple sahraoui avait besoin de cet instrument sportif pour pouvoir encore relayer le message de lutte du peuple sahraoui. Le comité algérien et à travers lui l'Algérie tout entière, solidaire avec la juste lutte du peuple sahraoui, donc a encouragé et disons localisé la création de la fédération sahraoui de football, parce que tout simplement, tout un chacun, aussi bien chez les Algériens que chez les Sahraouis, avait en tête l'épopée glorieuse de l'équipe du FLN qui, rappelons-le, déjà transportait à travers le monde le message de lutte du peuple algérien. Et c'était déjà la révolution algérienne qui était précurseur dans la diplomatie sportive. Et bien entendu, les Sahraouis, aujourd'hui, quand on les interroge, se disent que nous avons ce référent glorieux, ce retour vers l'équipe du FLN, de laquelle nous avons pris la leçon pour pouvoir aider notre peuple à se libérer du joug de l'occupation et du colonialisme. Oui, alors, oui, Maman. Simplement que le process est différent, puisqu'il y a eu l'équipe du Front de Libération Nationale et la création de la Fédération algérienne de football après l'indépendance. Là, c'est l'inverse qui est fait. Alors, aujourd'hui, je rappelle également que la République arabe sahraoui est membre fondateur de l'Union africaine de football. En d'autres termes, M. Saïd Ayachi, la prochaine étape, c'est d'être reconnu au niveau de la Confédération africaine de football ? Tout à fait, tout à fait. Et quand vous dites que les deux situations, à savoir entre l'équipe glorieuse du FLN et aujourd'hui l'équipe nationale de la République sahraoui, n'est pas la même chose, c'est exact parce que le contexte est différent. C'est pour ça que je l'ai rappelé. C'est pour ça que je l'ai rappelé. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, vous savez d'ailleurs que en fait, et vous le savez mieux que moi, la fédération sahraoui de football
n'a raté que d'un cheveu sa filiation à la CAF lors de la réunion il y a 4 ans à Rabat, lorsqu'il y a eu une manœuvre de bas étage qui a tout simplement, avec la complicité du président de la CAF, qui avait institué le fait que les pays qui avaient droit d'être affiliés sont les pays qui sont reconnus par les Nations Unies et non par l'Union africaine. Et toute la manœuvre était là, alors que la logique et le droit, parce que nous allons arriver, je vous en dirai un mot sur le droit, la logique aurait voulu que d'abord, puisque c'est une confédération africaine de football, il aurait fallu qu'elle s'adosse à la liste des pays membres de l'Union africaine. Et comme vous le savez, la race est membre fondateur de l'Union africaine. Par conséquent, c'est quasiment, diront les uns et les autres, de plein droit que la race aurait pu être membre de la CAF. Nous avons fait une étude juridique. Ça a été une manœuvre du Makhzen et le président de la CAF n'y a rien vu. Malheureusement, n'a rien vu, pardon. Malheureusement, avec la complicité du président de la CAF. Tout à fait. Avec la complicité du président de la CAF, qui est étonnant d'ailleurs, je le rappelle à nos auditeurs, l'Afrique du Sud est un pays tout à fait solidaire avec le Front Polisario. Ils avaient boycotté avec l'Algérie la Coupe d'Afrique des Nations en salle, puisque les Marocains, qui étaient organisateurs du tournoi, voulaient que la compétition se déroule en territoire occupé. À Ayouni, exactement. Voilà. Oui, c'est exact. Et donc, maintenant, nous n'allons pas pleurer sur le passé, nous allons surtout construire l'avenir. Et l'avenir, c'est maintenant une solide étude juridique qui a été menée par des juristes algériens et que nous allons présenter dans un proche avenir pour pouvoir réinstaller la Fédération sahraoui de football au sein de la CAF. Bien entendu, on sait que le combat sera dur, mais il n'y a que les batailles qui ne sont pas engagées qui sont perdues. Nous allons nous battre, les Sahraouis bien sûr, les premiers concernés, mais les Algériens, les Sud-Africains et tous les pays qui les soutiennent au sein de l'Union africaine avec nous, pour qu'on puisse précisément rendre justice aux jeunes Sahraouis, leur permettre de faire partie de la grande famille africaine du football. Très bien, je voudrais enchaîner. Là. On a parlé alors que les pays frères, c'est sûr, il va y avoir un combat, vous l'avez dit, pour que la République arabe, la Fédération arabe sahraoui de football puisse avoir une place au niveau de la Confédération africaine de football, et ce ne serait que justice. Mais dans le même temps, dans la prochaine étape également, parce que je pense qu'il y a un calendrier qui est mis en place, c'est la création du comité olympique sahraoui. D'autant plus que l'ACNOA est présidé par un Algérien. C'est juste, et précisément, c'est, j'allais dire, le deuxième combat, la deuxième étape dans le rétablissement des Sahraouis, dans leur plein droit de l'exercice du sport et de permettre l'épanouissement de la jeunesse sahraoui. En ce qui concerne le comité olympique sahraoui, précisément, nous avons fait un contact il y a déjà quelque temps avec M. Mustafa Barraf, qui préside le Conseil des comités olympiques africains et qui nous encourage à aller dans cette voie, précisément parce que rien n'interdit aux Sahraouis précisément d'en faire partie et de pouvoir faire valoir leur juste droit de faire partie de la grande famille olympique africaine, et de permettre ainsi aux jeunes Sahraouis, comme d'autres pays dans le monde, de pouvoir participer éventuellement aux Jeux olympiques dans un avenir plus ou moins proche. Alors, ça sera ma dernière question, M. Saïd Ayachi, président du comité algérien de soutien au peuple sahraoui. Quelle symbolique, une rencontre entre l'Algérie et la République arabe sahraoui au Nelson Mandela. Précisément, tout un programme, d'abord, c'est une manifestation de solidarité du peuple algérien avec le peuple sahraoui en lutte, et précisément dans une arène, comme vous dites, qui porte un nom prestigieux, celui de Nelson Mandela, qui s'est battu contre l'apartheid, donc contre la colonisation et l'occupation. Et rappelez-vous ce que disait Mandela de l'Algérie, c'est l'Algérie qui a fait de moi un homme, parce que tout simplement Mandela a été formé au sein de l'armée de libération nationale avant de retourner dans son pays. Et donc c'est dans un contexte tout à fait d'abord fraternel, bien sûr, les Sahraouis
sont sur notre sol en tant qu'invités, réfugiés, invités. Mais il y a aussi la symbolique de la lutte, précisément symbolique de la lutte par le nom de Nelson Mandela, mais symbolique de la lutte de l'Algérie qui a accompagné dans un passé récent un nombre important, significatif de mouvements de libération en Afrique et en dehors de l'Afrique, et puis surtout une rencontre fraternelle, sportive, de football, qui doit, d'une certaine façon, relayer le message de lutte du peuple sahraoui en toute simplicité, mais en toute conscience et en remplissant un devoir pour les uns de combat et pour les autres d'accompagnement d'un peuple qui se bat avec honneur, avec gloire pour la liberté, l'indépendance et la justice et la dignité. Merci M. Saïd Ayachi. Le match à 16h, je le rappelle 16h30, au Nelson Mandela. Bien évidemment, il faut être nombreux. On sera présent à la chaîne 3 pour vous faire vivre cette rencontre, mais accompagner l'équipe de la République arabe sahraoui. Merci, si je peux ajouter juste une dernière remarque. Allez-y. Dans votre introduction excellente, d'ailleurs, vous avez parlé de l'image écornée de la CAF par la dernière CAN Tout à fait. Qui s'est déroulée, je dirais plus que ça, je crois, et je ne suis pas le seul. L'image a été abîmée, l'image a été salie. Du football continental, a été profondément atteinte par justement de la tricherie, par un mépris envers beaucoup d'équipes africaines et d'ailleurs cela vient renforcer la position de la RASD dans sa juste lutte parce que le régime du Marzen à travers cette CAN qu'il a organisée au Maroc, a montré son véritable visage d'un régime méprisant et méprisable vis-à-vis des pays africains. Eh bien, merci. C'est une belle conclusion. Merci, M. Saïd Ayachi. On vous retrouvera sûrement au Nelson Mandela cet après-midi pour cette rencontre entre l'Algérie et la République arabe sahraoui. Je rappelle, ça sera également en direct sur les ondes à 11h20. Autre événement, c'est l'arrivée de la Coupe du Monde à Alger. Rappelons, emmenée par la délégation de la FIFA, reçue par le président de la République. Retour sur cette visite, c'est un sujet signé Ali Hamouche. 12 ans après, le plus célèbre des trophées retrouve l'Algérie pour une troisième visite après celle de 2009 et 2013. Cette tournée sur les mois qui précèdent un mondial est devenue désormais une tradition. Cette année, le périple du trophée de la Coupe du Monde avait commencé au début de l'année à Riyad, en Arabie Saoudite, pays organisateur du dernier mondial. 10 capitales ont eu l'honneur d'accueillir jusqu'à maintenant le trophée, à l'instar de Tokyo, Vienne, Séoul, New Delhi, Kuala Lumpur, Le Caire et bien évidemment Alger, où la délégation de la FIFA, emmenée par le champion du monde 1990, l'ex-international allemand Jürgen Klinsmann, a été reçu par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. Une réception à laquelle ont été conviés quelques internationaux algériens, Lucas Zidane, Ibrahim Maza et Zinedine Farhad. En découvrant le trophée de la Coupe du Monde, ça a motivé les joueurs en prévision du mondial, comme l'a fait savoir Lucas Zidane. C'est un honneur d'être là, pouvoir défendre son pays, surtout pour une Coupe du Monde. C'est pour un joueur de foot, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on est des compétiteurs et on va aller là-bas pour gagner tous les matchs. Présent également le sélectionneur national Vladimir Petkovic, qui a réussi le premier objectif qui lui avait été assigné par la Fédération algérienne de football, à savoir qualifier l'Algérie au mondial. Petkovic estime que c'est un honneur d'avoir été convié à cet événement. Je suis très content pour essayer ici et donner possibilité à tout le peuple pour partager avec nous cet événement. Les ex-internationaux, ceux qui ont eu l'opportunité d'aller en Coupe du Monde, à l'image de Rabah Madjar, Saleh Assad, Al-Khadr Belloumi et Ali Benchir, n'ont pas été oubliés. Un moment qui a ravivé de bons souvenirs à Saleh Assad. كل شاب يعني في الزمان تاعنا كان ينوم باش يلعب من كوب دي موند دونك اليوم رجعوني الايام تاعي كل جون تاع اليوم نتمنوا لهم كل خير وان شاء الله يديروا ما فضل ما درنا احنا ان شاء الله. Une telle cérémonie ne pouvait se
se dérouler également sans la présence d'une figure historique du football algérien, celle de Mohamed Maouch, l'un des deux derniers rescapés de la glorieuse équipe du FLN avec Abdelrahman Defnoun. Et le public algérien n'a pas été oublié. Toute une journée lui a été consacrée afin de lui permettre d'approcher de près le mythique trophée de la Coupe du Monde qui a été soulevé par de nombreuses légendes du football. Chacun des visiteurs a pu immortaliser le moment avec une photo souvenir en attendant le coup d'envoi du mondial avec ce premier match de la sélection algérienne face au tenant du titre, l'Argentine, le 17 juin prochain à Kansas City aux États-Unis. Vous avez bien noté, le 17 juin, l'horaire, il faudra veiller ce jour-là, ce sera aux alentours de 3h du matin, 2h30, 3h. Première sortie des Verts face au détenteur du trophée, l'Argentine. 11h23, on va revenir à une compétition continentale. Je le rappelle, les matchs en interclub. Ça concerne le continent et la plus prestigieuse. On commence la Champions League africaine. La JSK est déjà éliminée, on le sait, quel que soit le résultat. En revanche, le Mouloudia d'Alger peut y croire, et y croit fortement. Il faudra aller chercher un point à Pretoria face à Mamelodi Sundowns. Avant de quitter Alger, Hamza Rahmouni, bonjour. Bonjour. Bien évidemment, vous vous êtes rapproché des joueurs du Mouloudia d'Alger, vous avez pris le pouls de cette équipe, et puis cette envie de réussir, et puis cette image également des supporters du Mouloudia d'Alger accompagnant leur équipe de Zeralda, le lieu de résidence du Mouloudia d'Alger, jusqu'à l'aéroport Rouhali Boumedienne. Côté ambiance, 10 sur 10. Reste le résultat maintenant. Le terrain. Eh oui, le Mouloudia d'Alger qui n'a besoin que d'un seul petit point afin d'atteindre cet objectif qui est les quarts de finale réédités. Le coup de l'an dernier où le Mouloudia avait réussi à atteindre le stade des quarts de finale, éliminé par la suite par les Sud-Africains d'Orlando Pirates. Après le match aller face au FC Lupopo à Lubumbashi, le Mouloudia était aux portes de l'élimination avec un seul petit point engrangé en 3 rencontres. Il aura fallu attendre les 2 matchs à domicile pour voir les Mouloudiens redresser la barre en remportant les 2 rencontres respectivement face au Lupopo et El Hilal. Alors qu'en même temps, les Mamelodi Sundowns n'ont récolté qu'un point sur 6 possible. 2 victoires qui ont fait du bien au groupe, comme l'avoue le milieu de terrain burkinabé Mohamed Zougrana. On a fait du Sud pour prendre le maximum de points afin de pouvoir assurer la qualification, Inch'Allah. On va jouer sur notre force, voilà. On sait qu'on est capable d'aller arracher un grand nombre de points là-bas, peu importe l'atmosphère, peu importe ce qui nous attendra là-bas. On sait qu'on répondra présent parce que ce sera comme une finale de cette poule-là. À nous de mettre les ingrédients, on sera prêt pour ce match-là, Inch'Allah. L'équipe vit très bien parce que c'est le collectif qui prime. On joue ensemble, on prend du plaisir ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble. C'est ça le plus important. Et tout comme Zougrana, Chahakdin Boukhalda qui a rejoint le Mouloudia d'Alger à peine un mois et qui a retrouvé son véritable niveau, lui qui a été derrière les 2 buts face aux Soudanais en étant passeur décisif, estime que la victoire est dans les cordes du Mouloudia. On va essayer de finir le travail, on prend match après match et on reste humble. Ça va être une finale bien sûr, mais nous on prenait tous les matchs comme une finale. Ça va être un match très difficile, mais chaque match est difficile. Le Popo aussi c'était un match très difficile, El Hilal aussi, on a confiance en nous, on va tout faire pour remporter ce match, Inch'Allah. Et par rapport à l'entame de saison, le Mouloudia d'Alger commence à convaincre de plus en plus sur le plan de jeu. Les joueurs ont mis certes du temps pour assimiler la méthode du Sud-Africain Rulani Mokoena et surtout sa stratégie de jeu. De l'avis des spécialistes, le match d'El Hilal la semaine passée est le match référence, le meilleur de la saison du Mouloudia d'Alger qui avait produit du beau jeu et surtout dominé son adversaire sur le terrain. Mohamed Zougrana estime aussi que c'est un match référence. C'est un match référence, comme ça a été le cas face à Lupopo. Donc on dira que c'est l'un de nos matchs référence. Donc c'est à nous de continuer encore ainsi. Inch'Allah la qualification. C'est nous, on va faire les causes, mais c'est le Dieu qui décide. Donc on va faire ce qu'il faut et puis on mettra dans les mains d'Allah, Inch'Allah. Et sur le plan technique, le Mouloudia possède une arme très importante, à savoir Rulani Mokoena, qui connaît parfaitement les Mamelodi Sundowns pour avoir coaché cette équipe pendant 2 ans comme entraîneur en chef, avec laquelle il a remporté le championnat sud-africain à 2 reprises, en plus de la Ligue des Champions en 2023. Lors du match aller à Douira, et malgré les absences, notamment celle des 2 défenseurs centraux, Razala et Menzela, Mokoena a su fermer les espaces, obligeant les Sud-Africains à changer leur style de jeu. Un atout très important pour ce match retour malgré la difficulté de la tâche, Mohamed Zougrana.
C'est vrai que nous sommes face à une très belle équipe du Mamelodi parce que c'est l'un des plus grands clubs en Afrique. On sait qu'on a affaire à une très belle équipe, mais nous sommes aussi une belle équipe. Voilà. Nous avons du répondant et je sais que nous sommes capables de réaliser quelque chose de grand là-bas. En plus, l'entraîneur, c'est son ancien club, donc il sait déjà à quoi s'attendre. Voilà. Il va mettre sa tactique en place et puis nous allons mieux aborder ce match-là, Inch'Allah. Et malgré sa situation difficile cette saison en Ligue des Champions, avec une seule victoire, 3 matchs nuls et une défaite, Mamelodi Sundowns reste un adversaire difficile à manier chez lui, surtout lorsqu'on est amoindri de 2 pièces maîtresses comme Reda Hleimi a toujours blessé et Mohamed Ben Khammassa, le porteur d'eau de cette équipe mouloudéenne, suspendu pour cumul de cartons. Le point d'équilibre, hein, c'est un élément vraiment important. C'est l'élément le plus important dans l'échiquier de Mokoena qui sera absent pour cumul de carton. On va écouter les consignes de Nassak Bouich, l'ancien joueur du Mouloudia durant les années 80. Il faudrait être armé de patience, d'un mental d'acier, d'intelligence, de concentration et de réalisme dans le jeu, de ne pas subir le jeu face à cette équipe très forte dans la conservation et qui excelle dans les petits espaces à l'approche des buts. Et surtout, gérer ses émotions avant, pendant et après le match. Ça, c'est très très important. Et alors que l'équipe a repris son destin entre ses mains en étant en ballottage favorable pour une deuxième qualification de suite en quart de finale, le Mouloudia aura une autre pression, celle de gagner en déplacement en Afrique pour la 4e fois de son histoire et mettre fin au signe indien. Sinon, un point suffira au bonheur. Commençons par un point, après voilà. Parlons de victoire. Le point qui suffira au bonheur des milliers de ses supporters qui ont enflammé la capitale mardi dernier à l'occasion du jour de voyage de l'équipe où ils avaient escorté l'équipe de Zeralda jusqu'à l'aéroport international Houari Boumedi. Ça nous a donné de belles images sur les réseaux sociaux, ces supporters du Mouloudia d'Alger accompagnant leur équipe et montrant tout leur rattachement et leur amour au Mouloudia d'Alger, comme on les qualifie, on les appelle les ultras. Ouais. Il n'y avait pas uniquement les ultras. Ah très bien, vous allez nous dire alors, qui était voilà. Il y avait les ultras. On va rendre hommage à tout le monde. Voilà, et il y avait également des supporters qui ne font pas partie des groupes de supporters qui ne sont pas structurés dans les COP. Dans les COP, voilà, et qui était là à Zeralda. Il y avait même un ancien joueur, Mohamed Dagag, qui avait joué au Mouloudia d'Alger en 2010, qui a fait partie de ses supporters. D'ailleurs, on l'a vu. Très bien, bon, il a accompagné lui l'ancien joueur. Voilà, pour encourager les joueurs. Encourager les joueurs, ça va leur donner également. Et beaucoup de supporters d'ailleurs du Mouloudia d'Alger sont déjà en Afrique du Sud et d'autres vont y aller. C'est un beau voyage, c'est un beau voyage. Ils vont accompagner leur équipe et c'est un beau voyage et ça nous permet d'aller tout de suite en Afrique du Sud, à Pretoria, où l'équipe du Mouloudia d'Alger demain affrontera Mamelodi Sundowns. L'envoyé spécial de compétition Badis est sur place. Badis, bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Alors Badis, vous avez accompagné cette équipe du Mouloudia d'Alger. Vous avez accompagné les joueurs, vous avez fait le déplacement avec eux, vous avez échangé, vous avez discuté. Qu'est-ce qui ressort à travers leur discours ? Alors, ce qui ressort à travers leur discours, c'est qu'ils ne veulent pas trahir leurs supporters, qui étaient d'ailleurs dans l'avion avec nous, donc avec l'équipe. Ils ne veulent pas trahir les supporters, qui a beaucoup d'attentes. ils ont bien vu le parcours qui les a accompagnés jusqu'à l'aéroport. Donc ils vont tout faire, ce qu'ils m'ont dit, pour rapporter au minimum le point et Alors Badis, vous avez senti cette envie de se surpasser. Est-ce qu'ils ont, justement je reviens à cette question, puisque vous étiez avec eux, les supporters, comment ils ont vécu également leur déplacement de Zeralda jusqu'à l'aéroport accompagnés par des centaines de supporters, je veux dire les joueurs plutôt? Ils étaient galvanisés par ça. D'ailleurs, il y a eu une très belle scène durant l'avion parce qu'il y avait une partie de l'avion qui était réservée aux joueurs et au staff, puis une autre où il y avait des supporters, des supporters entre eux. Et à partir de 5h du matin, donc l'arrivée approchée, donc ça faisait bien les écoles. Les supporters commençaient à chanter le chant classique. Hein, et à partir d'un moment, ça commençait à diminuer le chant pour laisser les gens se reposer dormir. Puis ce sont eux-mêmes, les joueurs, qui ont sorti une enceinte pour mettre les chants sur les galvanistes qui en réalité vont peut-être leur permettre de se qualifier au second tour parce qu'ils savent que c'est avec leurs supporters qui seront à peu près 350 demain au stade qui vont pouvoir créer l'exploit en Afrique du Sud. Et puis je terminerai par cette question également, c'est le retour de Mamelodi Sundowns, c'est un match de retour de Mokoena, c'est un match tout à fait particulier face à une équipe qu'il a déjà dirigée, il revient sur ses terres.
Oui, il y a un aspect émotionnel. Il y a un aspect émotionnel. Forcément, il est arrivé tout sourire à l'aéroport. Oui, il est arrivé tout sourire à l'aéroport. Il y avait des membres de sa famille qui l'ont accueilli. Il avait l'air très à l'aise. Dans la presse sud-africaine, c'est quelque chose qui ressort énormément. Hein. D'ailleurs, c'est une de leurs peurs, une de leurs inquiétudes, c'est qu'il y a une personne qui connaît très bien le club, qui connaît très bien l'équipe, qui connaît très bien le foot sud-africain. Et il va revenir pour essayer de briser leur chance de qualification. C'est vrai que la symbolique est assez forte. Merci Bélis d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle, vous êtes l'envoyé spécial du quotidien Compétition. Merci encore une fois. Le match aura lieu demain, samedi, à 14h. Vous pourrez le suivre en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3 à partir de 14h. 11h33 minutes. On va passer aux compétitions africaines. Les compétitions africaines, toujours cette fois-ci en Coupe de la Confédération africaine de football. On va parler tout d'abord du Shabab Riadi de Belouizdad. Le CRB qui aura comme adversaire l'AS Otto. Otto qui avait battu 4-1 le Shabab Riadi de Belouizdad. Le CRB dont l'enjeu sera la première place, Nassima Djaout. Bonjour. Bonjour, Mohamed. Le Shabab de Belouizdad déjà qualifié en quart de finale de la Coupe de la CAF. Premier de son groupe avec 12 points. Affronte ce dimanche à 17h au stade Nelson Mandela Otto du Congo pour le compte de la 6e et dernière journée de la phase des groupes. Otto occupe la 2e place avec 9 points. Le CRB en pleine confiance voudra garder cette première place. Un nul suffirait au Shabab pour conserver la pole position. Autrement dit, l'enjeu de cette rencontre, c'est tout simplement la première place entre deux équipes déjà qualifiées. Mais le Shabab tentera de gagner après avoir enchaîné avec 3 victoires consécutives, dont 2 à l'extérieur. En Afrique du Sud face à Stellenbosch, 3 buts à 0, et en Tanzanie face à Singida, 1 but à 0, où le Shabab avait été réduit à 10 après l'expulsion de son attaquant, le Tunisien Ben Hamouda, à la 60 minutes de jeu. Le CRB reste sur 3 matchs sans encaisser le moindre but. Cependant, le CRB et Otto ont encaissé chacun 4 buts sur les 5 derniers matchs disputés lors de la phase des groupes. Et les 4 buts encaissés par le Shabab, c'était justement face à Otto du Congo lors du match perdu 4-1. Les Rouges et Noirs voudront effacer cette lourde défaite face aux Congolais. Il y aura donc forcément du côté du Shabab un esprit de revanche. Il faut effacer cette humiliante défaite 4-1. C'était au Congo. Il était méconnaissable ce jour-là. Tout à fait. À noter que c'est Otto qui possède la meilleure attaque que le CRB, la meilleure attaque du groupe, avec 12 buts inscrits contre 9 pour le Shabab de Belouizdad. Par contre, pour la rencontre face aux Congolais, le Shabab sera privé donc de son avant-centre vedette, le Tunisien Mohamed Amin Ben Hamouda, suspendu dimanche dernier face à Singida. L'international espoir ivoirien Jean-Charles Aoua, qui a fêté le 10 février dernier son 23e anniversaire. La nouvelle recrue du Shabab, et donc ça sera l'option la plus probable pour remplacer Ben Hamouda face à Otto. Il faut dire que toutes les conditions seront réunies pour lancer le joueur ivoirien. L'équipe est déjà qualifiée, donc il évoluera à domicile. Et il faut dire que les supporters du Shabab attendent beaucoup de ce joueur, l'ancien joueur de Simba. Ils veulent le voir à l'œuvre et voir ce qu'il va apporter. Il n'a pas joué le dernier match. Il n'a pas joué encore. Tout simplement, je vous donne l'information, il manquait de rythme. Et c'est pour ça qu'il n'a pas joué le dernier match dans Coupe de la Confédération africaine de football. Et donc les supporters attendent ce joueur pour le voir sur le terrain. Ils espèrent. À présent, on va évoquer la question justement de l'entraîneur. Saad Ramovic, son départ était voulu depuis le mois de décembre dernier. Au mois de janvier, il y a eu la colère des supporters contre Ramovic après un geste très désobligeant, le moins que l'on puisse dire. C'était après la défaite face au Shabab de Belouizdad. Cependant, la défaite face à la JSK, pardon. La JSK. Oui, voilà, le Shabab face à la JSK, une défaite du Shabab. Donc il a été dernièrement d'ailleurs en Tanzanie approché par les supporters. Match nul, c'était match nul. Oui, très bien. Bon, on reviendra. Il y avait un mécontentement. Mécontentement des supporters du
Shabab lors de ce match. Et d'ailleurs, lors du dernier match en Tanzanie face à Singida, eh bien, il semblerait que les résultats n'ont pas apaisé la colère des supporters. Et donc, le feuilleton continue. Hein, le feuilleton continue entre cette... Il y a une cassure. Il y a une cassure entre les supporters et Ramovic. Alors, Shabab de Belouizdad, AS Auto du Congo, dimanche au stade Nelson Mandela à 17h. La rencontre sera dirigée par l'arbitre gambien Omar Salah. Il sera assisté par son compatriote Mustafa Bojong, deuxième arbitre assistant. Il nous vient de la Guinée-Bissau. Il s'agit de Gilson Joachim Yakinonto. Voilà, donc le match est prévu dimanche à 17h. Et ça sera également en direct sur les ondes. Vous aviez raison, défaite du CRB, 1 but, 1-0. Ça, c'est Hamza Rahmouni, il a mis son grain de sel. Et voilà, il nous a complètement... C'était une défaite qui a fait vous très mal au Shabab. Entièrement raison. Hamza Rahmouni, la prochaine fois, quand vous n'êtes pas sûr, ne nous donnez pas de résultats. N'intervenez pas. Merci une nouvelle fois, Nassima Djaouté, vous avez raison. La colère des supporters s'était exprimée ce jour-là. Il y avait une mauvaise réaction de l'entraîneur. Le reste, vous le connaissez. Cette cassure qui, aujourd'hui, est là et fait que... Eh bien, du côté des supporters, on ne veut plus de Ramovic, mais les résultats sont là et le contrat de Ramovic, pour le moment, le protège. C'est un feuilleton qui va durer 11h39 sur Alger 3. Autre club, cette fois-ci toujours en Coupe de la Confédération africaine de football, c'est l'USMA d'Alger, assuré de la qualification et de la première place, qui affronte Safi, l'Olympique Safi. Mais un match qui arrive dans un contexte particulier pour les usmistes. Les déclarations du directeur général Saïd Alir à la veille de cette rencontre. Alors, il est avec nous en direct la conférence de presse. J'allais dire Hamza Rahmouni, non, Rostom Yahya Sherif. Rostom Yahya Sherif, bonjour. Bonjour, Mamad. Alors, justement, les déclarations de Saïd Alir qui arrivent à la veille de cette rencontre, est-ce que cela ne risque pas de perturber ou de rajouter une pression supplémentaire et de la nervosité, de la fébrilité dans cette équipe de l'USMA d'Alger? Eh bien, c'est une question qui vient d'être posée. On a posé cette question à Hadj Adlan, l'entraîneur par intérim de l'USM Alger. La conférence de presse vient de débuter. Eh bien, pour lui, eh bien non. L'état d'esprit, eh bien, c'est la force de l'équipe. S'il y a bien la force, une force qui caractérise cette équipe de l'USM Alger, c'est l'état d'esprit. L'équipe est au beau fixe. L'état d'esprit est là. Et pour lui, les joueurs sont concentrés pour ce match, malgré ce qui a été dit par Saïd Alir dans les médias, cette sortie médiatique de Saïd Alir, après ce problème qu'il y a eu, rappelez-vous, à San Pedro, où les supporters, il y avait quelques supporters, un groupe de supporters de l'USM Alger qui est parti à l'hôtel où résidait l'USM Alger. Donc pour lui, non, ça n'affecte pas l'état d'esprit du groupe à la veille de ce match qui est important face à l'Olympique Club de Safi, puisque l'enjeu, c'est la première place du groupe, même si les deux équipes sont déjà qualifiées. On lui a posé également la question à Hadj Adlan sur le poste d'entraîneur. Je rappelle que Hadj Adlan occupe ce poste par intérim depuis le départ de Abdelhak Ben Cheikha à la suite du match et de la victoire lors de la troisième journée ici même au stade du 5 juillet face à la formation malienne de Djoliba par 2 buts à 0. Hadj Adlan a repris les rênes par intérim. Depuis, il y a eu plusieurs noms qui sont sortis, notamment celle où Saïd Alir, d'ailleurs il en a parlé. Il a annoncé qu'il avait pris attache avec Hamdi, rappelez-vous Hamdi, qui avait dirigé l'USMA d'Alger, qui avait emmené l'USMA d'Alger en finale de la Champions League africaine où ils avaient été battus par le tout-puissant Mazembe. Mais dans le même temps, il dit, moi je négocie avec Hamdi et d'autres négocier avec... alors que c'est mes prérogatives. Et c'est écrit dans mon contrat, et je pense qu'il parlait de Nouiwa, du président. Il disait, lui, il était en train de négocier avec quelqu'un d'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vont pas prendre un café ensemble, même si après, il veut relativiser en disant, oui, mais c'est un débat d'idées. C'est pas un débat d'idées, c'est un débat de prérogatives. Exact, et ça s'est fait d'ailleurs lors de son absence. Et il l'a dit lors de cette dernière sortie médiatique. Pour lui, Hamdi, Miloud Hamdi est toujours en contact et toujours en attache avec lui pour prendre les rênes de l'USM Alger. Maintenant, pour lui, Hadj Adlan, pour lui, et je suis en mission, c'est de faire qualifier le club en quart de finale. C'est fait, de prendre cette première place de groupe. Ça se fera, on l'espère, demain face à l'Olympique Safi. Et pour est-ce que
le fait qu'il y ait Miloud Hamdi ou autre, ça c'est la question qui, selon Hadj Adlan, les propos de Hadj Adlan, il faut la poser directement à Saïd Aliq ou à mes responsables. Moi je ne peux pas dire, moi je suis là pour une mission, je veux atteindre mon objectif, et après on verra ce que décidera le club et la direction du club à la suite de cette qualification et de cette phase de groupe en Coupe de la CAF. Merci encore une fois d'avoir été avec nous en direct. Et je rappelle, juste pour donner une idée, c'est à la présentation des deux derniers joueurs, Azi Abada, il y a eu 2 présentations qui ont été faites, l'une par Nuyoa, le président du conseil d'administration, et l'autre par M. Saïd Aliq. C'est pour dire qu'il y a une bataille de prérogatives qui est en train de se jouer et qui risque de se répercuter négativement sur l'ensemble du club. Alors, est-ce qu'on va enterrer cette hache de guerre sur la fin de la saison ou pas? On le saura dans les tout prochains jours. 11h43 sur Alger Chaîne 3. Aujourd'hui, réunion du comité exécutif de la CAF. Elle a lieu à Dar es Salaam, en Tanzanie. Avec nous, c'est un journaliste burkinabé, M. Galamé Saïdou, qui est journaliste à Faso 7. Galamé Saïdou, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Alors, c'est une réunion du comité exécutif qui arrive au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations, où l'image du continent, l'image du football africain a été complètement entachée avec des scènes qui relèvent d'un passé qu'on ne veut même plus revoir sur le continent, qu'on a oublié. On pensait que ça s'était modernisé, mais on a vu des scènes lors de cette finale où également l'arbitrage a été fortement critiqué, puisqu'il a pris parti pour le pays organisateur, on l'a vu sur les différents matchs. Oui, pour ce qui est de l'arbitrage concernant la Coupe d'Afrique des Nations, franchement, c'était le sujet à la une après pas mal de rencontres, y compris les rencontres du Maroc ou même d'autres sélections. C'était un sujet qui était devenu le sujet. Déjà, pour ce qui est des choix, des arbitres à poser question, parce qu'en temps, on avait des choix qui se faisaient 4 heures avant le match, alors que conformément au règlement de la CAF, il n'était pas possible. Donc ça fait que ça alimentait beaucoup les discussions autour de l'impartialité de ces arbitres-là, et le summum a été atteint avec cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. On ne s'imaginait pas qu'on allait arriver à cette situation-là, de voir une équipe sur le terrain pour protester la décision d'un arbitre. Maintenant, ça, et plus les sanctions qui ont encouru après, lors de la réunion du comité exécutif, de la commission disciplinaire de la CAF, et surtout, qui rebondit en même temps avec la question concernant la Coupe d'Afrique féminine, qui tiendra ou qui ne tiendra pas, et tout ça, amenant à la réunion du conseil exécutif du comité exécutif de la CAF, avec qu'on est dans une situation où c'est difficile à lire quand même. Et cette réunion du comité exécutif tombe à point nommé parce qu'on pourra être situé clairement sur ce que la CAF va faire en termes de discipline, de règles disciplinaires en matière de football africain, pour qu'on ne puisse plus revivre ce genre de situation lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Surtout nous situer sur l'organisation de la Coupe d'Afrique féminine, parce que juste là, officiellement, elle se va se tenir en mars au Maroc, mais avec les bruits de couloir, le Maroc voulait se désiter. Et enfin, surtout rebondir sur cette Coupe d'Afrique des Nations 2027, qui également, avec les dernières sorties du côté du Kenya, on ne sait pas si elle se tiendra ou pas. Très bien, mais également, il y a un mécontentement des présidents d'associations, puisqu'ils n'ont appris, n'ont pas été informés, les membres de l'Assemblée Générale, personne n'a été consulté, ou ça a été restreint sur la périodicité de la Coupe d'Afrique des Nations, de la ramener à 4 ans. Il y a un mécontentement également. Mais exactement, parce que c'est pas l'issue d'une réunion du comité exécutif de la CAF que le président a décidé de ramener la compétition à 4 ans. Donc ce mécontentement, on le comprend d'ailleurs parce que ça nous a surpris. Que ce soit lors d'une conférence de presse que le président de la CAF, Patrice Motsepe, nous annonce comme ça que la CAN va passer de 2 à 4 ans, alors qu'on imaginait que ça devait faire l'objet d'une discussion entre les présidents de fédération, entre les différentes fédérations, pour savoir pourquoi, quelle est la nécessité ou pas de passer d'une Coupe d'Afrique des Nations de 2 à 4 ans. Ça, c'est vraiment une épine dans le pied de la CAF, parce que déjà, étant donné qu'ils n'ont pas été consultés, et que déjà cette curiosité
périodicité fait beaucoup tâche parce que nous, on est habitués à avoir quand tous les 2 ans, du fait que c'est en train de prendre de l'ampleur et de faire passer de 2 à 4 ans. Bon, on cherche l'utilité de ce passage-là, mais on ne le trouve pas. Donc déjà, le mécontentement, on le comprend, c'est tout à fait légitime. Maintenant, c'est au président de la CAF de bien situer et que cette réunion du comité exécutif serve pour vraiment nous donner beaucoup plus d'informations sur la nécessité de passer de 2 à 4 ans. Merci Saïdou Ganamé d'avoir été avec nous en direct. Merci encore une fois. Hamza Rahmouni, c'est une réunion sous tension. Effectivement, une réunion sous tension, réunion très importante puisque des sujets importants seront évoqués. Tout d'abord, le sujet de l'arbitrage après les scandales de la CAN 2025, une réunion du comité exécutif marquée par l'absence du secrétaire général de la CAF, le Congolais Véron Mosongo, qui devrait être démis de ses fonctions dès aujourd'hui pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a la question de l'âge, puisqu'il a dépassé... Depuis 3 ans. Voilà, il a dépassé les 70 ans, mais également le fait d'être impliqué carrément dans les scandales de l'arbitrage. Il est le principal acteur du pacte de Kinshasa où il avait remis les clés de la commission d'arbitrage de la CAF au président de la fédération du pays hôte de la CAN 2025 qui a manigancé comme il voulait. Et d'ailleurs, lui aussi, le président de la fédération du pays hôte de la CAN 2025 est absent de cette réunion après avoir eu écho de la réaction des autres membres du comité exécutif, comme par exemple Samuel Eto'o, qui a demandé donc à prendre parole, tout comme prendre la parole, tout comme d'autres présidents de fédération, membres du comité exécutif, comme par exemple également le président de la fédération nigériane de football. Également le président de la commission d'arbitrage qui est congolais, Olivier Safari Kabene, qui devrait être lui aussi démis de ses fonctions. Autre point important au cours de cette réunion, c'est que certains membres comptent demander à annuler l'édition 2027 de la Coupe d'Afrique des Nations pour l'amener carrément à 2028 qui sera organisée conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Alors que ce matin, le président de la Fédération kenyane de football, Hussein Mohamed, a annoncé que le Kenya ainsi que les autres pays qui font partie du PAMOJA, c'est-à-dire Kenya, Ouganda, Tanzanie, sont prêts pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. La CAN féminine également. On l'a entendu, la CAN féminine, voilà. Un gros problème. Il y aura également l'annonce du pays hôte de la phase finale de la CAN 2032. Également la nouvelle compétition, la Ligue africaine, avec les éditions de 2029 tout d'abord, 2030, 2031, 2032, il n'y aura pas puisqu'il y aura la CAN, 2033 et 2034. Merci Hamza Rahmouni. On va s'intéresser sur cette dernière partie de Football Magazine à la formation des attaquants. Les attaquants de légende, l'Algérie en a produit, et a produit de grands noms en attaque des joueurs, des attaquants. Mais aujourd'hui, il y a de grosses difficultés à produire des attaquants qui ont le niveau international. Alors que se passe-t-il? Comment expliquer qu'une nation qui regorge de jeunes talents, une nation jeune, n'arrive plus à produire des joueurs aussi talentueux, notamment que ce soit des ailiers, que ce soit des avant-centres, eh bien il y a de grosses difficultés à ce niveau-là. C'est un sujet auquel s'est intéressé Islem Tazibt. L'analyse statistique du championnat algérien sur le quart de siècle écoulé impose un constat implacable. La production de buteurs de haut niveau y est structurellement déficiente. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis la saison 2000-2001, soit en 25 exercices, seuls 3 joueurs ont atteint la barre des 20 buts sur une saison. Le reste du temps, le titre de meilleur buteur se joue avec 16 ou 17 buts, quand ce n'est pas 13 ou 14. Pour Tawfiq Qureshi, l'ancien directeur technique national est actuellement à la tête de la formation au Chabab Riadi de Belouizdad, le championnat algérien
porté vers la défense n'arrange pas forcément les attaquants. C'est vrai que les chiffres confirment votre thèse. Le manque de réussite statistique des attaquants, il s'explique beaucoup plus par plusieurs facteurs combinés et pas uniquement par la qualité individuelle des joueurs. Quand on est dans un championnat très défensif et fermé sur le plan tactique, donc avec des blocs bas, des lignes serrées, peu d'espace pour les attaquants, dans ce contexte, il est logiquement difficile pour un attaquant d'afficher de grosses statistiques. Même son de cloche pour Nordin Ouldali, le sélectionneur du Yémen, qui met aussi l'accent sur l'utilisation des joueurs. Dans les systèmes tactiques dans les dernières années, on est plus dans la sécurité défensive et transition offensive. Les entraîneurs, ils sont soumis déjà à un résultat à court terme. Il n'y a pas de projet de jeu. On est plus dans cette option de ne pas encaisser, essayer de marquer au moins un but. Si tu es déjà nos attaquants qui ont beaucoup de lacunes, cela est dû à la qualité de formation. Donc, jouer sur leur qualité, déjà ne pas leur demander ce qui n'est pas à leur hauteur ou à leur niveau. On joue en fonction des qualités des joueurs, on ne joue pas en fonction de ce qu'on veut du joueur. Le paradoxe algérien tient en une phrase. Une nation qui regorge de talents techniques échoue systématiquement à former des numéros 9 crédibles. Devant cette situation alarmante, quelques questions fondamentales s'imposent, notamment en ce qui concerne les critères de sélection chez les jeunes ainsi que la formation des attaquants. Pour Tawfiq Qureshi, il ne faut rien laisser au hasard. Je dirais que la sélection des jeunes footballeurs, notamment des attaquants, est un processus complexe qui dépend de plusieurs facteurs et critères. Il y a des critères comme le côté physique, c'est-à-dire la morphologie, la vitesse et la rapidité, je dirais aussi la puissance et l'explosivité. Nous avons aussi les critères techniques, c'est la capacité de contrôler les ballons et aussi la capacité à dribbler, à feinter ses adversaires. Il y a aussi les critères tactiques, c'est la capacité à lire le jeu et l'intelligence aussi des différents mouvements, placements et déplacements. Et aussi, il ne faut pas oublier les critères mentaux, c'est-à-dire la motivation et la détermination à persévérer face aux difficultés. Pour former les attaquants, encore faudrait-il disposer non seulement d'un programme de formation adapté, mais aussi d'un modèle clair et exigeant à atteindre. Nordin Ouldali, qui a beaucoup travaillé avec les jeunes, nous dresse le prototype. Si on parle du modèle du meilleur buteur de la sélection algérienne, c'est qui est Slimani, c'est un profil atypique par rapport au profil du joueur algérien, qui est un joueur qui est un peu trapu, 1m75, pas grand, puissant, un peu rapide. Voilà, si je prends le modèle de l'attaquant algérien, ça serait le défunt Jamal Mennad, qui correspond au profil du joueur méditerranéen et algérien. Le problème, en réalité, ne se limite pas aux seuls attaquants. Il est révélateur d'un malaise bien plus vaste. Le football algérien a cessé de former tout court. Les défenseurs, les milieux et les gardiens subissent le même sort. Très bien, ça nous permet d'aller sans transition sur également c'est à deux volets, à deux compartiments. L'attaque et le gardien de but, c'est-à-dire la colonne vertébrale. Il manquera les milieux de terrain avec les profils. Ça, on le fera dans les prochaines semaines. Mais on aurait bien voulu que le directeur technique national, j'espère qu'il nous écoute, ou également le chargé de com, j'espère qu'il nous écoute, parce que lui, je sais qu'il écoute l'émission et qu'il le dira au DTN, si on pourra l'avoir sur ces questions-là, justement, questions importantes. On va parler maintenant de la formation des gardiens de but. Où sont les Saïdou Chen, Laïrahmou, Abrouk, Drid, Serbah, ces gardiens formés ici, en Algérie? Eh bien, aujourd'hui, on est obligé de puiser à l'étranger, puisqu'il y a un manque en matière de formation des gardiens de but. Hamza Rahmouni. Depuis le départ à la retraite de Aris Mboulhi en 2022, 4 gardiens de but ont gardé la cage des Verts. Autrement dit, 4 gardiens en 4 ans. Anthony Mandrea, Oussama Bambout, Alexis Gendouzi et enfin Lucas Zidane. Pour les observateurs, il existe un réel problème de gardiens de but. Alors, y a-t-il une crise de gardiens en Algérie? On a tenté d'avoir l'avis des spécialistes, tout d'abord avec l'entraîneur des gardiens de but de l'USM Alger, Lias Benhaha. Ça fait presque 10 ans, on souffre de la poste. L'handicap, il y aura toujours des entraîneurs en jeunes, toujours mahgourin, toujours ما عندهمش des matériels pédagogiques, وشي يعطيوك هاد le fruit. Je pense
هذا هو الهانديكاب تاعنا نيميرو 1. عندي غارديان جون كيلقى عندهم المورفولوجي تاعهم ما شاء الله وقادرين يروحوا بعيد، ومن بعد هذيك سي نورمال قام مع الجيري. الغارديان كيكون جون كاين دي مومون وين يعيش في بيريود تاع لا كرواسونس. لو شوا مونديال لي غارديان بيت دوك الناس قاعده تخير قبل ما تشوف قبل ما تنفيستي على ان غارديان لازم الغارديان يكون من 88 90 80 لازم يكون فريمون ان غارديان مودرن. اكطوالمون سي ان هانديكاب numéro 1. Les gardiens de but de la Ligue. Donc la taille, premier handicap. La taille, premier handicap, et la majorité des gardiens de but de Ligue 1 n'ont pas pu s'imposer en sélection A, malgré la présence des Bambo, Tchaal, Zarba, Bouhalfaya, Bousdag, Arahmani et Gaïa Melbah. Ces derniers ont réussi à briller en Ligue 1, ils ont acquis une notoriété sur les terrains, mais personne d'entre eux n'a pu jouer en sélection. Le meilleur exemple, Zakaria Bouhalfaya, qui a été numéro 1 de la sélection nationale à prime lors du CHAN, avant de se retrouver loin de la liste des joueurs retenus pour la Coupe arabe des Nations. Pour Mohamed Lamine Zemamouche, il s'agit d'un problème de confiance. On n'a pas une crise de gardiens de but en Algérie. On a des gardiens excellents en Algérie. Championnat en Nations 1 ou Nations 2, on a des gardiens de but. Le problème, les cas, c'est la confiance. Un gardien de but maintenant, c'est 50% de l'équipe, 70% de l'équipe. C'est le clé de l'équipe. Le problème, nous manquons le soutien moral, c'est aussi le plan mental. Parce que chaque match, nous voyons les gardiens faire une erreur, ils te le match prochain. Il y a des équipes qui ne pas de gardien. Chaque erreur, nous avons le gardien de but ونشونجيو لو غارديان بالك نلقاو روحنا بلا غارديان. انا بديت الاج دو 17 تروازيام غارديان لحق 18 وين لعبت اون اني تاعي تيتولار درت اون بيرفورمانس اكسترا اوردينير في الشامبيونا. دوزيام اني وين لقيت روحي تانيك بالك موين وين درت غلطات بزاف بصح الشيء اللي عاوني سي لو سوتيان تاع المدرب. غارديان بيت ما يسحقكش كي تكون اون فيكتوار ولا يدير اون بال بريستاسيون ويسحقك في لي مومون ديفيسيل. Voilà donc Mohamed Lamine Zemamouche qui estime également qu'en Algérie, le problème c'est qu'on ne forme pas de gardiens de but, plutôt on se contente de les préparer uniquement pour les matchs du week-end afin d'obtenir un bon résultat. لازم نروحوا لا فورماسيون او نيفو دو كلوب. لازم لي مويان بور لا فورماسيون دي غارديان دو بوت، دي بون زونترين دي غارديان، لو بون ايدوكاتور بور لا فورماسيون. لازم نعاودو نولوا لونسيان ميثود او نيفو دي غارديان دو بوت اون سينيور. تروازيام اي كاتريام غارديان لازم يكون لونفون دو ليكيب. مانترون سي U20 ولا U19 بوندون لا سيمان باسكو دي غارديان دو بوت راهم يخدموا سبيسيفيك. النقائص تاعهم حاجه بوزيتيف ولا لو بوين فور تاعهم نزيدو نطوروه. بار اكسبيريونس نشوف لي زونترين دي غارديان دو بوت راهم يخدموا لي غارديان تاعهم بور لو جور جي نهار الماتش. Normalement, on ne خممش على le résultat par la semaine, نخمم على le résultat à la fin de saison. Voilà le résultat de la fin de saison. Et par le passé, plus précisément depuis la CAN 2010, aucun gardien issu du championnat d'Algérie n'a évolué en équipe d'Algérie. On donne l'exemple 80, 82, 84. Chaouchi a fait, c'est le dernier. Voilà, 80, 82, 84, le défunt Mehdi Sagbah, 86, 88, Nasser Dendarid, 90, 92, Antal Asmani, 96, Haniched, 98, Hamennad, 2000, Ben Abdallah Abdeslam, 2002 et 2004, Lounès Gawawi, et enfin 2010, Fawzi Chaouchi. Et bien voilà des aspects, des pistes, on donne des pistes. Alors j'espère que le directeur technique national reviendra pour nous expliquer justement qu'est-ce qui est fait en matière de formation, que ce soit des gardiens de but, des attaquants, mais également des milieux de terrain. Il est 12h sur Alger 3. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette émission. Hamza Rahmouni, Ali Hamouche, Lotfi Benidir, Nassima Djaoud, à la réalisation, Foued Hamadi. Prochain rendez-vous avec le sport, ça sera Islam Tazibt également. Prochain rendez-vous, ça sera dès 15h en direct avec Sport sur la 3, de 15h jusqu'à 20h. Bon appétit. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le 12-13. Sans oublier le rendez-vous de cet après-midi. À partir de 16h30, il y aura la rencontre entre la République arabe sahraoui démocratique et l'Algérie. Ça sera au Nelson Mandela, le 12-13.